Donc ça y est, on est en ligne. Bienvenue Sophie, bienvenue Pascal. Alors il nous manque encore une participante au niveau du panel. Donc on va lui laisser peut-être le temps d'arriver à se connecter. Enfin j'espère qu'elle va pouvoir se connecter. Mais avant de commencer, je vais vous souhaiter à tous la bienvenue, hein. Je sais que c'était un rendez-vous assez attendu parce que vous êtes plus de 140 personnes à avoir euh, mentionné votre intérêt sur cet événement. Puis je comprends parce que moi aussi, j'avais bien hâte d'échanger aussi bien avec Sophie sur le côté légal qu'avec Pascal sur le côté, OK, on l'a fait, qu'est-ce qui marche moins bien et quels sont les intérêts de faire ce genre de prêt personnel entre entreprises. Alors, avant de commencer, je voudrais juste peut-être faire une tour de mise en contexte. Et puis, pendant que je vais faire cette mise en contexte, je vais vous partager un écran. C'est la possibilité de répondre à une première question. Alors, je vais vous partager ça. Et donc, le temps de prendre votre téléphone, de scanner le code et de répondre à cette première question, c'est pensez-vous que ce type de possibilité attends, excuse-moi, la première question, là. Voilà, c'est ça. Selon vous, votre entreprise serait-elle prête à faire du prêt personnel pour pallier aux variations économiques? Donc, ça vous laisse le temps de répondre à ça et on va revenir tout de suite après. Alors, la première des choses, c'est dans une période qui aujourd'hui est marquée quand même par pas mal d'incertitudes, hein. Bon, je ne reviendrai pas sur la Covid, on l'a passé, mais la dernière année a amené quand même beaucoup d'incertitudes dans beaucoup d'entreprises. Certains, malheureusement, ont été obligés de supprimer des postes de façon temporaire ou permanente, alors que d'autres étaient à la recherche active et des fois même, j'ai envie de dire, désespérés de trouver des compétences similaires. Donc, est-ce qu'on peut envisager que demain, des entreprises travaillent plus en collaboration, de se dire, et peut-être un peu moins de peur, on verra aussi les peurs qui existent avec ça. Donc, comment la collaboration entre les entreprises pourrait-elle atténuer ces disparités économiques d'une organisation à l'autre? Alors, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui avec nos différents notre panel, c'est de savoir si le Québec aujourd'hui pourrait être amené à utiliser, ça existe déjà, il y a déjà eu des choses qui ont été faites et puis on a quelques exemples par rapport à ça, mais on sait aussi que ça existe dans d'autres pays, par exemple pour citer que la France et la Suisse, hein, qui existent, qui ont déjà mis ce genre de possibilités légales en place. Euh, Première des choses, c'est que MoveJob, qui organise régulièrement des rendez-vous RH, est une plateforme de recrutement à l'international au niveau des francophones. Et aujourd'hui, on envisage aussi de dire, mais est-ce qu'on peut aider les entreprises? Est-ce qu'on pourrait mettre en place un outil qui leur permettrait de se dire, moi, je suis prêt à prêter du personnel. Je n'ai pas envie de le crier sur les toits parce que on n'aime pas dire quand on a un peu moins d'activité, mais il y a aussi des entreprises qui pourraient se dire, hey, moi, j'ai besoin de trouver des ressources, alors est-ce que je peux les trouver via une plateforme? Alors, pendant que je présentais mes panélistes, n'hésitez pas à commencer à remplir et à compléter la question, hein, pour voir comment vous voyez ça et est-ce que votre entreprise serait prête. Alors, la première personne qui fait partie de notre panel, je vois que les gens arrivent. Bonjour Micheline. Hello, Bienvenue. excusez-moi pour le retard. Pas de problème, bienvenue en ligne. Alors, je vais présenter nos différents panélistes. Alors, Sophie Tremblay, avocate spécialisée en droit du travail avec 15 ans d'expérience reconnue. Et surtout dans son engagement envers l'impact social. Et tu travailles actuellement depuis quelques mois, parce que vous avez un regroupement avec Delegatus et une autre entreprise au sein de Delegatus, donc un cabinet un peu particulier d'avocats, avec une approche et une culture d'entreprise très particulière. Moi, je conseille aux gens d'aller voir juste le site. Je trouve que quand on arrive sur votre site, première page, on fait « Oh, c'est différent d'un site d'avocat classique ». Donc, je recommande grandement aux gens d'aller visiter. Puis, on vous connaît bien et on aime votre culture d'entreprise. Donc, Sophie, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Alors, on a Micheline qui vient d'arriver. Donc, Micheline Saint-Jean, donc coordinatrice RH chez Zenica à Montréal, appréciée pour son approche humaine et innovante dans le domaine des ressources humaines. Elle nous partagera son expérience d'une ancienne vie sur le prêt personnel. Hein, donc, c'est pas en lien avec Zenica actuellement, mais ce qui s'est passé dans une autre organisation. Elle a eu l'occasion de travailler. On n'est pas obligé de la citer, mais voilà, on pourra en tout cas partager l'exemple. Et on a Pascal qui est avec nous, Pascal Nataf, qui est donc enseignant et fondateur, j'ai peur d'écorcher, c'est Asylum,
D'ailleurs, Pascal nous a partagé juste avant qu'est-ce que la définition, puis je pense que je vais lui laisser la chance de nous expliquer qu'est-ce que veut dire Asylum en latin. Donc, Asylum, c'est le premier incubateur de jeux vidéo au Québec et il promet la collaboration technologique. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau du prêt personnel. C'est et si on collaborait un petit peu plus? Alors, à vous deux, je vous souhaite la bienvenue. Je commence aussi tout de suite par une mise en contexte économique parce que on ne vit pas tous les mêmes choses. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter aussi au Québec, mais aussi des fois à l'international. Le prêt de main-d'œuvre, ça existe. Ça existe depuis pas mal d'années dans plusieurs pays, comme je disais tout à l'heure, par exemple la France et la Suisse. Pourquoi je cite ces deux-là? Parce que c'est les deux sur lesquels je me suis intéressé. Et ça permet quoi? En fait, ça permet une flexibilité de mobilité entre les employés, entre entreprises. Et le Québec aujourd'hui, puis là j'ai hâte que Sophie nous réponde, est-ce que le côté légal permet ça aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Alors, on pense des fois en prêt personnel à des entreprises qui vont par exemple mettre à disposition une personne dans une compagnie, donc qui seraient plus des agences de placement temporaires. Mais là, ça n'a rien à voir parce que le prêt personnel, normalement, entre entreprises, il est à but non lucratif. C'est-à-dire qu'une entreprise ne doit pas faire de profit, puis on n'est pas là pour dire on va faire la compétition aux agences de placement. C'est une entreprise qui prête son personnel à prix coûtant, on va dire, donc salaire et charges et avantages auprès d'une autre organisation sur une durée, on va dire, déterminée, limitée, ça soit à temps plein pendant X semaines ou une ou deux journées par semaine sur X semaines ou X mois, pour justement éviter de couper l'emploi de cette personne-là ou de la mettre au chômage et donc de réduire ses revenus. Puis en même temps, peut-être aussi de penser plus collaboratif sur... alors je ne sais pas si c'est Pascal qui tape sur son ordinateur. Non, alors il y a quelqu'un qui tape sur son ordinateur, on entend un peu de saisie. Donc, je ne sais pas si c'est les mystères de l'informatique. Et donc, pour commencer notre panel, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Sophie. Sophie, j'ai une première question. Le prêt personnel entre entreprises au Québec, c'est possible, c'est légal ou pas? Oui, écoutez, c'est possible, définitivement, mais premier point à noter, il n'y a pas au Québec de loi spécifique qui traite de la question. Donc, dédiée spécifiquement, par exemple, à mutualiser des ressources humaines ou à encadrer la pratique là, avec une loi spécifique en matière de prêt personnel. Donc, il faut s'en remettre, en fait, aux lois générales applicables qui touchent le droit du travail, le droit de l'emploi, pour connaître le cadre légal applicable. Puis après ça, dans les contrats entre les entreprises qui participent au prêt personnel, bien encadrer le tout à la lumière des règles générales, dans le fond, du droit du travail. Donc, on se base sur le Code civil du Québec qui va traiter beaucoup en matière contractuelle des droits et obligations de part et d'autre, puis qu'il y a un chapitre aussi dédié au contrat de travail, donc qui va être très important pour évidemment aussi encadrer la relation entre l'entreprise employeur et l'employé. Il y a la loi sur les normes du travail qui s'applique, les lois en matière de santé et sécurité du travail, puis accident de travail, maladie professionnelle, la loi sur l'équité salariale, la charte de langue française, puis tout ce qui est droit et liberté de la personne, donc la charte québécoise. C'est vraiment les principales lois qu'on doit avoir en tête, dans le fond, quand on réfléchit à une relation employeur-employé. Puis après ça, on transpose ça dans un contexte de prêt de personnel. Puis évidemment, si l'entreprise est syndiquée, il y a le Code du travail aussi qui s'applique, là, mais pour les fins aujourd'hui, on va discuter surtout en contexte non syndiqué, là, donc de contrat individuel de travail. Puis, petite note aussi, il y a des juridictions provinciales, fédérales au Canada, donc il y a certaines entreprises qui sont de juridiction fédérale, par exemple les banques, les télécommunications, le transport aérien, ferroviaire, mais c'est vraiment des industries, des secteurs très, très spécifiques qui ont leur propre loi. Puis c'est à peu près 5 à 10 de la main-d'œuvre au Québec qui travaille dans des entreprises de juridiction fédérale. Donc, encore là, pour les fins de la discussion, comme la grande majorité, on est des entreprises de juridiction provinciale, donc québécoise. Je vais beaucoup parler en termes d'entreprises provinciales là, pour pas dédoubler le cadre juridique applicable et que ça devienne un peu mélangeant. Mais sachez que s'il y en a parmi l'auditoire ici qui sont dans des industries ou des secteurs de juridiction fédérale, il y a entre autres le Code canadien du travail qui s'applique à votre situation, puis la loi canadienne sur les droits de la personne qui est un peu l'équivalent de la Charte québécoise en matière de droits et liberté de la personne. Donc, c'est une petite précision juste à garder en tête. Ça peut être un peu mélangeant des fois, mais allons-y en termes de
entreprise non syndiquée québécoise, qui est quand même un grand morceau, dans le fond, des entreprises au Québec. Alors, comme je disais, on regarde ces lois-là juste pour connaître, évidemment, les règles générales en matière de droit de l'emploi. Puis après ça, c'est vraiment dans les contrats qu'on va mettre en place entre les deux entreprises qui décident de se prêter, de se partager de la main-d'œuvre, qu'on va venir préciser les droits et obligations de chaque partie. Puis après ça aussi, on va encadrer la relation par rapport aux travailleurs, parce qu'il y a deux possibilités, soit que chaque entreprise fait son propre contrat d'emploi avec le travailleur, puis qu'il y a une entente, par exemple, entre deux entreprises saisonnières, où l'employé va travailler 6 mois par année pour un employeur, puis 6 mois par année pour l'autre, par exemple. Ou ça peut être, comme on le mentionnait aussi, quelques jours ou quelques heures par semaine. Puis là, ben, on peut avoir soit 2 contrats à temps partiel, ce qui est possible aussi, ou l'employé qui reste employé d'une seule entreprise, mais qui va être détaché ou prêté au bénéfice de l'autre entreprise à raison, par exemple, de 5 heures, 10 heures, 15 heures par semaine ou de 1-2 journées par semaine. Tout ça peut être balisé et encadré dans le contrat d'emploi. Donc, c'est bien important de s'entendre entre les deux partenaires sur la portée du projet de prêt personnel, les contributions de chaque partie, donc qui est responsable du salaire, des avantages, des congés, des semaines de vacances. Après ça, qui est responsable aussi au niveau des normes du travail, s'il y a un accident de travail, en cas de plainte, de harcèlement, de problèmes, là, dans le fond, qui pourraient survenir au niveau de la relation d'emploi, on peut prévoir dans le contrat entre les deux entreprises partenaires qui va assumer la responsabilité ultimement de la situation. Puis, c'est recommandé aussi, évidemment, de mettre en place des mécanismes pour la gestion, la coordination de la répartition, dans le fond, du travail, les priorités. Est-ce qu'on a le droit de rappeler, par exemple, un travailleur qui avait été prêté parce que là, il y a un besoin urgent, soudain, qui survient dans l'entreprise prêteuse? Évidemment, prévoir la durée, le mode de renouvellement ou d'expiration du projet. Puis, s'entendre aussi en cas de différents modes de résolution. Est-ce qu'on va faire une médiation, un arbitrage? Est-ce qu'il y aura une conciliation entre les parties? Est-ce qu'on va dans les tribunaux ou pas? Donc, dans le fond, un peu comme un contrat de mariage, encadrer toutes les modalités entre les deux partenaires pour s'assurer qu'on prévoit les situations qui pourraient être problématiques, qui pourraient survenir, puis aussi mettre les conditions gagnantes en place pour que la collaboration soit fructueuse puis se passe bien. Et alors, c'est sûr que ça peut paraître complexe comme ça, parce que tu t'as abordé plein de sujets, puis plein de points qui sont de la vigilance. C'est-à-dire que oui, quand on démarre une relation d'affaires, parce que c'est une relation d'affaires que de se prêter du personnel. Mais en fait, ça peut être quand même assez simple. Là, tu nous as amené justement plein de champs d'expertise et autres, mais on va le voir dans les faits, ça peut être quelque chose qui peut être plus simple. Une fois que le contrat est écrit, une fois que la méthodologie est claire, et ben on va pouvoir le mettre en place assez rapidement. Et d'ailleurs, pour répondre à cette première ou cette deuxième question que j'ai, c'est je vais demander à Micheline et puis à Pascal de nous partager leur expérience. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'occasion de tester ce genre d'approche. Et je vais commencer par toi, Micheline. Donc, peut-être, Micheline, nous mettre un peu dans le contexte, sans forcément citer le nom d'entreprise, mais les besoins que vous aviez, comment vous avez réfléchi à ça, puis d'ailleurs l'approche que vous aviez eue à l'époque de façon plus générale avec la région peut-être de Montréal. Donc, Micheline, on t'écoute, on a hâte. Oui, bien, c'est sûr que c'était dans mon ancienne vie. J'ai travaillé pour une entreprise qui faisait de la fabrication de décors, de très, très gros décors. Puis en général, c'est des employés saisonniers dont on avait besoin. Puis on avait tellement de travail à faire que d'une saison à l'autre, on pouvait facilement embaucher 100-150 personnes saisonnières pour une période d'environ 3 à 4 mois. Puis ces gens-là, la majorité, c'est des gens qui avaient besoin d'être formés parce que c'est un atelier de fabrication avec différents départements. Donc, dans chaque département, on avait besoin de spécialistes, soit en peinture, en soudure, tous les différents corps de métier. Puis, on avait une section aussi atelier où c'est un travail très minutieux avec les mains. Donc, on avait des gens qui venaient de partout, mais qui avaient besoin d'être formés. Puis en général, d'une année à l'autre, c'était souvent à refaire. Donc, de retrouver encore 100, 125 personnes, ça devenait énormément de travail. Pour ma part, j'étais ressources humaines et recruteuse là-bas. Donc, je pouvais avoir à recruter 20 à 25 personnes par semaine facilement pour pouvoir convenir puis trouver des ressources pour faire ce qu'on avait à faire finalement. Fait que je me suis dit que
le partage de main-d'œuvre, puis en passant, c'est pas un terme que j'adore parce que le partage de main-d'œuvre, je trouve que ça donne un peu le feeling qu'on est en train de prêter un outil, une perceuse à une autre entreprise. Il ne faut pas oublier que ça reste un choix chez la personne, chez l'employé qui décide ou non de participer à ça. Mais moi, je trouvais que l'approche était super intéressante de proposer à nos employés de trouver une autre entreprise, pas nécessairement dans le même domaine, mais peut-être dans le même coin pour leur permettre d'avoir un emploi sur du plus long terme pour éviter une longue période de chômage pour qu'on puisse les retrouver l'année d'après. Donc, c'était vraiment ça l'idée, de leur donner une sécurité d'emploi qui était beaucoup plus intéressante pour eux sur l'année ou du moins sur 9-10 mois. Donc, on a commencé à l'Est de l'île pour essayer d'aller rencontrer différents employeurs qui vivaient aussi les mêmes problématiques que nous, mais pas sur le même horaire. Oui, il valait mieux. Il fallait trouver il fallait trouver des entreprises qui allaient être à l'inverse de nos besoins finalement. Donc, on a travaillé très fort avec PME Montréal Est de l'île pour essayer de convaincre même les employés, pas les employés, mais les employeurs, parce qu'en général, les employés étaient très intéressés à ça. Ça, c'est vraiment un bon point. Donc, en fait, déjà pas de frein de la part des employés, plus des entreprises, en fait. Plus des entreprises, oui. Pour toute la portion légale là, que Sophie a discuté tout à l'heure, c'est très normal. Là, je comprends très bien qu'en tant qu'employeur, tu peux avoir très peur des risques. Et je comprends aussi l'employeur qui a peur de perdre son employé, mais ce qu'ils ne comprennent pas nécessairement, c'est que tu le perds de toute façon. Tu as toujours une chance de perdre ton employé. Donc, il faut voir ça d'un autre œil. Il faut donner à l'employé l'envie de revenir. Il faut mettre en place des façons de fonctionner ou des incentives, je m'excuse, j'ai le terme juste en anglais, là, qui va leur permettre et leur donner envie de revenir, puis de pouvoir partager peut-être même ces mêmes avantages-là avec une autre entreprise. Comme ça, ils sont contents, l'employé est content. Je pense que c'est quelque chose qui est très faisable. Par contre, nous, là, pour répondre à ta question, Philippe, ce qui était plus difficile, c'était vraiment la portion employeur. L'employeur avait très peur de ça pour toute la portion légale, comme tu as dit, Sophie, tout à l'heure, un accident de travail, les vacances, harcèlement, peu importe, là, tout ce qui touche les problèmes, le côté négatif du partage de main-d'œuvre. Mais bon, moi, j'étais très motivée. Je trouvais que c'était super positif comme projet, là. Puis vous étiez assez avant-gardiste parce que ça se proposait pas encore, et on sait très bien qu'être avant-gardiste, et puis j'ai hâte que Pascal nous partage aussi, mais des fois quand on est les premiers, on se fait regarder un peu de travers et on se dit mais ils sont complètement fous ces gens-là. Puis en plus on vit une période qui est aussi particulière, c'est qu'on vit aussi une pénurie de main-d'œuvre en même temps, puis dans certains domaines depuis longtemps. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre, j'ai trop de monde, mais je suis pas prêt je préfère à la limite les voir partir que de les prêter. Tu sais, c'est étonnant, mais ça peut être aussi ça des fois. Donc, oui. Alors Pascal, comment ça s'est passé dans ton organisation? Oui, nous, on est plus du côté employeur, justement, puis on est dans un contexte qui est assez spécifique avec le jeu vidéo. Donc, pour rajouter peut-être par-dessus un peu ce que Sophie disait, en plus de toutes les considérations qu'elle a nommées, dans notre industrie, il y a aussi des aspects fiscaux, par exemple des crédits d'impôt qui sont importants puis qui dépendent un peu de la relation entre l'employeur et l'employé contractuel. Donc, où va être reconnue la dépense pour pouvoir réclamer certains crédits d'impôt. Donc, ça aussi, ça fait partie de la réflexion là, pour encadrer le partage. Mais peut-être juste pour un peu de contexte, le jeu vidéo au Québec, c'est vraiment une industrie qui est florissante depuis les 30 dernières années. On a eu d'abord des grands studios internationaux comme Ubisoft, qui est un studio français qui s'est établi ici. Ubisoft est le plus grand studio de jeux vidéo au monde à Montréal, c'est près de 4000 personnes. Tout le jeu vidéo au total, c'est 18 000 personnes au Québec. Et puis, on est passé de 2010 à 2020, on est passé d'une cinquantaine de studios de jeux vidéo au Québec à environ 400 studios de jeux vidéo à l'heure actuelle, dont la majorité sont concentrés à Montréal et à Québec. Donc, à Québec, dans le quartier Saint-Roch, il y a vraiment beaucoup d'effervescence et de dynamisme.
Puis à Montréal, c'est surtout dans le quartier du Myland que ça se passe. Et puis, cette explosion de studios-là, ça fait qu'on a aujourd'hui des grands studios internationaux, puis on a des petits studios québécois. Donc, les studios internationaux, c'est souvent plusieurs centaines de personnes. Les studios à propriété québécoise, c'est souvent une dizaine de personnes. Et puis nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est très risqué puis c'est très difficile de faire du jeu vidéo. Par définition, on travaille souvent 2-3 ans sur un projet. Donc, pendant 2-3 ans, il faut financer le projet, faire des dépenses, employer des gens. Et ensuite, on met le jeu en marché, puis on doit préparer tout de suite le deuxième jeu. Donc, il faut commencer à travailler sur le deuxième jeu avant la fin du premier jeu. Il faut trouver le financement pour le deuxième jeu avant que le premier jeu soit sorti. Souvent, le premier jeu, on ne connaît pas encore les résultats. Est-ce qu'il va bien vendre, pas bien vendre? Donc, les banquiers sont souvent frileux à prêter de l'argent. Donc, c'est vraiment très, très difficile de gérer le flux de trésorerie. C'est vraiment difficile de gérer tout le risque. Puis, un jeu à chaque 2-3 ans, un employé qui est avec toi depuis 6-7 ans, ça fait vraiment mal de le perdre. Et puis de former les employés plus jeunes aussi, c'est un coût qui est assez important. Donc, l'Asylum un peu est né de ces challenges-là. La mission, si on veut la résumer, c'est de permettre à des petits studios de rêver grand. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est si on s'associe beaucoup de petits studios ensemble, donc là, aujourd'hui, dans l'Asylum, il y a une quinzaine de studios qui représentent environ 250 employés. Et puis, l'alliance qu'on a forgée, c'est de dire, peut-être qu'on peut mutualiser certaines dépenses. Les grands studios ont des avantages d'avoir certains services qu'un studio de 10 personnes ne peut pas s'offrir. Mais si on est 300 personnes, tout d'un coup, on commence à avoir une masse qui nous permet, par exemple, d'offrir des assurances collectives intéressantes pour nos employés qui seraient vraiment très chères pour un studio d'une dizaine de personnes. Il y a certaines expertises qui seraient très chères à payer. Par exemple, un département de ressources humaines, on ne peut pas se l'imaginer pour un studio d'une dizaine de personnes, mais à 300 personnes, d'avoir quelques personnes dans un département de ressources humaines qui supportent les studios, ça devient quelque chose de possible. Donc, il y avait un aspect qui était mutualisé des services qu'on ne pouvait pas se permettre. Puis par la suite, le partage de main-d'œuvre est devenu quelque chose d'évident. Donc, justement, pour aider à gérer les flux de trésorerie puis les flux de travail, donc, pour ne pas perdre un employé, par exemple, mais plus que ça, même pour stratégiquement pouvoir appuyer un autre studio, par exemple, qui pourrait avoir besoin d'une certaine expertise plus senior, très difficile à recruter, en fonction des rythmes de travail puis de où on est rendu dans le travail, ça devient naturel de s'entraider. Donc, de la manière que nous, on opère, c'est vraiment de la refacturation entre entreprises. Donc, le salarié reste dans la même entreprise, mais est envoyé en impartition d'une certaine façon dans un autre studio pour une période de temps qui est discutée en amont. La communication est très importante, donc les chefs de projet sont en conversation continue pour voir est-ce qu'on a besoin d'étendre le temps, justement pour éviter qu'il y ait un rappel tout d'un coup de dire nous, on a des problèmes qu'on n'avait pas imaginés, on a besoin de rapatrier notre main-d'œuvre. Donc, on essaie de prévoir à l'avance, puis on essaie de s'assurer que la discussion reste constamment ouverte. On a l'avantage de l'Asylum, le concept, c'est vraiment aussi de regrouper tous les studios sous un même toit. Donc, il y a une proximité entre les studios qui rend beaucoup plus facile la communication dans la mesure où, je veux dire, on n'a pas besoin de courir après un meeting en ligne, on n'a pas besoin tout le monde est à la même place. Puis, une des autres choses aussi que l'Asylum a fait, quand on parlait un peu d'incitatifs, d'incentives, on a été les premiers aussi à passer à la semaine de 4 jours pour la plupart des employés des studios. Donc, chaque studio dans l'Asylum est indépendant à ses règles, mais sur les 15 studios, il y en a 12 qui fonctionnent avec un horaire de 4 jours semaine. Donc ça, depuis avant COVID. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui nous ont permis de recruter, même si on n'était pas capable nécessairement d'offrir les mêmes salaires que des grands studios qui souvent peuvent payer plus cher pour certains postes plus seniors. Nous, on a vraiment mis en place la qualité de vie, la flexibilité, la conciliation travail-famille. Puis le partage de main-d'œuvre est vu vraiment comme un avantage aussi par les employés. Donc, la possibilité, quand on travaille sur un projet de 3 ans, de se dire, j'allais travailler quelques semaines sur un autre projet qui touche une nouvelle technologie, je vais pouvoir développer des nouvelles compétences.
tout ça, c'est vraiment vu comme un avantage, là. Donc, il y a certains employés, puis je me rappelle plus si c'est Micheline ou Sophie qui l'a dit, c'est vraiment aussi négocier avec l'employé, donc c'est pas forcé. Donc, il y a certains employés qui aiment pas, puis évidemment, on les force pas, mais certaines personnes sont vraiment, au contraire, tout le temps volontaires. Puis c'est vraiment pour les studios, c'est vraiment très, très, très important parce que ça donne plus de flexibilité dans la gestion du risque, dans la gestion du cash flow, dans la gestion des flux de travail. Puis, Pascal, tu as complètement raison et tu as amené un sujet qui est des fois un peu, c'est qu'il y a aussi des petites entreprises qui, par exemple, disent, mais moi, j'ai peut-être pas forcément beaucoup de personnel à prêter, mais par contre, elle pourrait avoir besoin de quelqu'un en communication, mais elle n'a pas les moyens de se payer cette personne et se dire, moi, être capable d'accueillir pendant une journée par semaine, pendant 3 mois, parce que je veux développer quelque chose, quelqu'un qui a de l'expertise, qui est opérationnel jour 1 quasiment, mais c'est sûr que c'est un avantage parce que si elle passait une annonce pour dire je recherche un expert en communication pour une journée par semaine pour 3 mois, elle n'aura jamais personne. Il faut être honnête, si on avait des taux de chômage à 20% peut-être, mais là aujourd'hui avec des taux de chômage aussi faibles qu'on a. Okay. Donc tu as raison, c'est aussi d'offrir des opportunités à des entreprises plus petites de bénéficier de compétences rapidement opérationnelles. Et je le rappelle, puis là je pense que Sophie, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais je disais, quand je me suis intéressé à ça au niveau international, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'est très, très, très clair. Il ne doit pas y avoir de profit. On n'est pas là pour faire du profit. Hein. C'est pas le métier de se dire, moi, j'ai ma ressource, je vais la vendre plus cher. Non seulement je me libère un peu d'un coût, puis en plus, je fais de l'argent, donc extraordinaire. On est d'accord, hein, Sophie, on peut pas faire de profit là-dessus. Hein. On n'est pas des agences de placement. Hein. Oui, exactement. Puis en fait, tout ce qui est agence de placement, c'est maintenant ça très, très bien encadré au Québec dans la loi parce qu'il y avait des fois des situations peut-être un peu plus problématiques qui étaient survenues, beaucoup dans le domaine agricole, par exemple, avec des travailleurs un peu plus vulnérables. Donc, depuis environ 5-6 ans, il y a tout un pan de la loi sur les normes du travail qui encadre spécifiquement les agences de placement. Puis ça, c'est vraiment c'est une business là, en soi de mettre à la disposition d'autres entreprises des travailleurs. Puis ça, c'est sûr, c'est différent du sujet d'aujourd'hui, du prêt personnel, mais c'est un risque qu'il faut quand même mesurer. Il ne faut pas devenir une agence de placement de personnel sans c'est illégal. Genre, si on n'a pas un permis d'agence, c'est illégal. Il faut être clair là-dessus. Genre, moi, je ne suis pas un juriste, mais je connais quand même le droit aussi un peu. C'est ça. Les agences de placement sont inscrites. Elles ont un permis obligatoire auprès de la CNESST. Il y a des normes du travail spécifiques à respecter. Il y a des documents spécifiques à remettre à un travailleur qui est embauché à travers une agence de placement. Il y a même un cautionnement qu'il faut remettre à la CNESST pour garantir les obligations pour toute la durée du permis. Puis, il y a une responsabilité qui est solidaire entre l'agence puis l'entreprise cliente. Donc, tout un régime législatif très, très clair et précis qui touche les agences de placement. Mais il faut vraiment, en fait, distinguer ce qui est être un business en soi, là, de dire on fournit des services de travailleurs à des entreprises clientes pour combler des besoins de main-d'œuvre, puis c'est ça qu'on fait dans la vie. Puis là, il y a un profit, évidemment, parce que c'est refacturé à l'employeur, etc. C'est normal, il y a un travail qui est fait derrière. Ou le prêt entre entreprises, où c'est plus un peu de la mutualisation, comme on parlait, ou vraiment un contrat entre entreprises qu'on appelle louage de services, en fait. C'est un contrat entre entreprises, puis on met les modalités très flexibles, dans le fond, qu'on veut entre les entreprises partenaires, mais c'est différent de l'agence de placement. Donc ça, c'est important de garder la distinction en tête. C'est ça. Alors, je vais poser une deuxième question, puis après on ira voir les résultats tout à l'heure. Je vais vous partager, donc toujours possibilité, vous scannez le code QR et vous pouvez répondre à cette question. Pensez-vous que ce type de possibilité peut être un avantage pour l'entreprise qui a une baisse d'activité, pour l'entreprise qui est en sous-effectif, donc qui elle a une hausse d'activité, pour l'employé, mais aussi des fois pour la société. Hein. Donc là, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Et je vais poser la question, Pascal, toi, quand vous parlez de ça, tu as dit que tous les employés sont pas forcément prêts à ça, puis c'est normal, puis il faut accepter ça, genre, c'est tout à fait logique. Mais c'est quoi les avantages, les premiers avantages que voient les employés quand vous leur parlez de ça? On dit, si vous travaillez avec nous, voilà ce qui pourrait arriver et qui va sûrement arriver. C'est que dans l'année ou dans les 2 ans, dans les 3 ans, vous puissiez être amené à avoir un autre projet, une autre entreprise, même si vous allez garder le même employeur. Mais comment c'est perçu ça? Ouais, encore une fois, c'est particulier à notre industrie. On est dans
le jeu vidéo, c'est vraiment une industrie, puis c'est vraiment une activité qui est tellement excitante, qui est tellement différente, parce qu'on est dans des industries qui sont créatives, culturelles, mais technologiques à la fois. Ouais. Donc, il y a des phénomènes qui sont très populaires dans l'industrie du jeu vidéo qui s'appellent des game jams, qui sont un peu l'équivalent des hackathons dans d'autres industries. Donc, souvent, les gens, pour justement garder le côté créatif, innovant, se regroupent pendant une fin de semaine de 48 heures pour faire des prototypes de jeux, travailler sur des projets un peu différents. Ça leur permet d'explorer des nouvelles possibilités, de toucher à d'autres genres de jeux. Donc, quand nous, on fait le processus de recrutement, on discute de l'écosystème, de l'asylum, des avantages de l'asylum, puis on parle du prêt personnel, du prêt personnel, de la solidarité entre les studios. On valide l'intérêt pour les employés. Puis la plupart du temps, c'est quelque chose qui est très populaire. L'avantage pour les employés, c'est la chance de travailler sur d'autres types de jeux. Donc, si par exemple, un employé travaille chez Affordance, par exemple, qui est une entreprise qui fait des jeux éducatifs, ben, elle fait ça 12 mois par année, ben, d'avoir la chance d'aller travailler un mois ou deux sur, par exemple, un jeu console, grand public, c'est différent un peu. Donc, c'est vraiment excitant de pouvoir mettre ses talents à profit de quelque chose d'un peu différent. Il y a l'avantage de travailler avec d'autres coéquipiers. Donc, souvent de travailler sous, par exemple, un lead qui a plus d'expérience avec une nouvelle technique ou avec un nouvel type de technologie. Donc, ça permet de ramener aussi dans le studio qui prête certaines méthodes de travail, certaines compétences, parce que c'est pas tout uniforme dans l'asylum. Les projets sont tellement différents que des fois, c'est des technologies différentes. Donc, ça, c'est vu aussi comme quelque chose de très intéressant par les employés. Puis, je pense que c'est important, tu l'as dit, Philippe, mais je tiens aussi à le dire, il y a évidemment, tu sais, le côté win-win de dire, ben, je garde du personnel, mon personnel s'épanouit, ça me permet, par exemple, d'économiser aussi, peut-être en tant qu'employeur dans une période plus tranquille, en attendant de préparer, par exemple, la suite. Mais il y a aussi, je pense, cette valeur-là de vouloir stratégiquement être utile, d'aider aussi un autre studio, de dire, ben, pour nous, c'est encore plus facile parce qu'on est dans un même écosystème. Et puis les studios de jeux vidéo sont d'abord et avant tout des exportateurs. Donc, le marché du Québec est un tout petit marché pour nous. La majorité des jeux vont être vendus en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, quand un studio de l'Asylum aide un autre studio de l'Asylum à faire un jeu de meilleure qualité, à avoir des meilleurs revenus, ben, c'est tout le Québec qui brille, c'est tout l'Asylum qui brille, puis ça aide tous les studios aussi. Donc, on a vraiment un avantage à s'entraider qui est un peu, on va dire, incalculable, mais qui est évident aussi. Donc, je pense que ça aussi, puis probablement que c'était le cas aussi, le cas de Micheline aussi, il y avait probablement aussi, en tout cas, dans des entreprises, cette volonté-là de s'entraider au-delà de juste ce qui est immédiat, qui est avantageux. Ouais, Pascal, puis tu sais, tu as raison, mais là, on est dans une approche culturelle qui est très novatrice aussi, de penser comme tu viens de nous l'expliquer. Puis je souhaite qu'on soit un grand nombre à penser comme ça. Mais oui, ça demande encore un peu de travail que de penser. Déjà, les entreprises vont penser leur entreprise. Des fois, ils vont penser avec leurs amis ou entreprises similaires, mais de penser beaucoup plus large, province, pays, visibilité et autres. Là, on est dans une philosophie qui, des fois, est peut-être un peu plus loin dans certaines organisations. Micheline, est-ce que tu veux nous partager un peu ce que toi, comment c'était perçu par les employés aussi dans les avantages, puis aussi les freins, peut-être les inconvénients? Ben, je trouve ça très intéressant d'entendre Pascal discuter de ça parce qu'on est complètement différentes. Vas-y, Micheline, t'as perdu quelques secondes. Oh, ça avait coupé. Vous m'entendez mieux? Oui, ça va. OK. En fait, ouais, on est dans deux univers complètement parallèles. Ce qui m'intéressait beaucoup quand j'ai travaillé dans l'autre entreprise, c'était le fait que la majorité des employés que j'engageais saisonniers, c'était souvent des gens issus de l'immigration et c'était souvent leur premier emploi au Québec. Donc, c'est très impliquant puis impactant pour leur vie. Moi, je me disais, OK, si j'ai un employé, c'est son premier emploi au Québec, qui peut travailler 3 mois chez moi, 4 mois, c'est pas un très bon deal pour lui dans son plan de vie de s'installer au Québec. Pourquoi? Parce que toutes les mesures qui touchent à l'immigration sont assez complexes. À savoir, par exemple, si tu veux avoir ton premier processus pour obtenir ta résidence permanente,
tu dois avoir travaillé pendant 2 ans consécutifs pour avoir droit au CSQ, qui est le Certificat de sélection du Québec. Si un employé ou une personne issue de l'immigration ne travaille que pendant 3 mois et qu'après ça est au chômage pendant 8, 9 mois, c'est très difficile pour elle de mettre à exécution son plan puis d'avancer dans son plan de vie au Québec. Donc, moi, je me disais, quel avantage incroyable pour les employés qui vivent non seulement leur première expérience d'emploi au Québec, souvent qui n'est pas du tout dans leur domaine. Donc, ce qu'on veut, c'est leur donner le plus vite possible la possibilité d'aller travailler dans leur domaine. Moi, j'ai travaillé avec des gens en atelier qui étaient des pharmaciens, qui étaient des ingénieurs, qui étaient des scientifiques, mais que pour les raisons qu'on connaît ou on n'embarquera pas là-dedans, le pourquoi du comment, c'est difficile pour eux, qui arrivent ici très diplômés, mais qui ne peuvent pas travailler dans leur milieu de travail initial. Mais ça leur permet au moins de commencer puis d'avancer dans leur plan de vie pour ultimement devenir résident permanent et avoir un emploi qui est dans leur ligne à eux. Donc, pour moi, c'était vraiment un sujet qui est intéressant. Comment aborder le truc du partage de main-d'œuvre avec ces gens-là, parce que tu dis, OK, mais si tu travailles 3 mois avec moi, puis qu'après ça, on est capable de te faire travailler ailleurs, toi, ça te donne des heures là, de plus pour pouvoir demander ton CSQ, puis éventuellement ta résidence permanente. Donc, j'étais très touchée par l'expérience de vie des gens qui venaient travailler chez nous, puis de leur donner un environnement où est-ce qu'ils peuvent grandir en compétences, puis grandir aussi au niveau culturel. Donc, de se retrouver dans un milieu avec plein de monde au Québec, de parfaire leur français parce qu'on travaillait en français. Donc, c'est toutes des raisons qui ont amené à ces gens-là, ces employés-là, d'avoir envie de revenir aussi, de sentir qu'ils étaient vraiment considérés comme êtres humains, puis qu'on tenait à cœur à leur projet de vie et non pas juste pas la réactivité, mais la productivité de cet employé-là pour notre entreprise. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oh oui, non, puis c'est très clair. Puis je pense que ça va parler aussi à beaucoup de gens qui vivent, ou de chefs d'entreprise ou de gens de RH qui vivent exactement la même chose. Parce que là, on parle d'activités très saisonnières parce que vous saviez qu'il y avait un début, une fin. Mais il y a aussi une période où des fois, et on l'a vu dernièrement, des fois, on ne l'avait pas prévu que ça allait se calmer. On ne savait pas que ça allait être plus difficile. Puis il faut quand même faire face à cette période-là. Sophie, tu m'as dit tout à l'heure, tu nous as partagé que tu avais aussi vu d'autres exemples dans d'autres régions. Moi, je sais que, par exemple, en Chaudière-Appalaches, il y a plusieurs entreprises dans le domaine manufacturier qui ont échangé des soudeurs, des mécaniciens, des profils comme ça, justement pour pallier. Et toi, tu nous parlais de d'autres endroits, Sophie? Oui, exactement. Je faisais un petit peu de recherche en prévision de la discussion aujourd'hui, puis j'ai trouvé des exemples assez intéressants. En fait, c'est des projets pilotes, la plupart. Il y avait celui de PME Montréal de l'Est de l'île, dont Micheline a parlé, qui est quand même bien documenté, puis qui était un bon succès. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, juste d'aller les chercher en ligne, lire un peu là-dessus. Moi, c'était un des exemples qui était ressorti là, dans les recherches, puis je trouvais ça super intéressant. C'est très bien documenté sur le site de PME Montréal, entre autres, donc ça peut donner des idées aussi à des gens qui voudraient répliquer la formule. Puis sinon, j'avais trouvé aussi au niveau du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. Donc, c'était un projet pilote en Charlevoix, avec Tourisme Charlevoix, puis le ministère du Tourisme. Il y avait un partenariat, en fait, qui a été créé aux alentours de la COVID, là, avec une dizaine d'entreprises touristiques locales qui se partagent leur main-d'œuvre selon les saisons d'opération. Donc, il y a une entreprise, par exemple, estivale, qui est jumelée avec l'entreprise hivernale, puis ça allonge encore là la période d'emploi annuelle des travailleurs. Puis, il y avait quelque chose aussi de similaire avec la MRC Fjord du Saguenay aussi, qui a été lancée en 2022. C'est une mise en place de stratégies de recrutement et d'attractivité collective pour le domaine de l'industrie touristique. Mais sinon, du secteur privé, on en a parlé un petit peu, on peut penser à échanger des ressources en graphisme, en communication, en comptabilité, en RH. Donc, tous les postes, des fois, qui sont un petit peu plus coûteux à mettre en place dans une PME parce qu'on n'a pas encore tout à fait la taille, la masse salariale et la marge financière nécessaire pour se payer une ressource à temps plein, de pouvoir se partager, un peu comme Asylum le fait dans le domaine du jeu vidéo. C'est vraiment des bonnes pistes aussi à explorer là, entre entreprises. Puis, dernier exemple que j'avais trouvé que je trouvais vraiment intéressant, c'est à Sherbrooke, le Centre de développement communautaire. Ils ont mis en place, en fait, un site web puis une page Facebook où tout le monde peut relayer ses demandes ou ses besoins en partage de ressources. Puis ça peut être des ressources humaines ou matérielles. Donc, je voyais comme tout récemment, il y avait un affichage de poste en entreprise. C'était entreprise A qui disait « J'ai embauché un agent administratif 15 heures par semaine.
elle est excellente, cette personne-là, mais elle aimerait ça travailler 25-30 heures semaine. Puis moi, j'ai que 15 heures par semaine à lui offrir. Donc, si vous êtes à la recherche d'un adjoint administratif pour 10-15 heures semaine pour venir combler le besoin, sachez qu'on peut se parler, puis je suis à la recherche, en fait, moi, de pouvoir partager ma ressource avec vous. Puis le babillard, si on veut, du Centre de développement communautaire contient plein d'offres et de demandes comme ça pour du partage d'employés. Je trouvais que c'était vraiment une très belle initiative aussi, là. Donc, quand on se met à regarder un petit peu, je pense que c'est un projet pilote beaucoup, mais on voit que c'est quelque chose qui prend son essor là, au Québec, puis qui va probablement être appelé de plus en plus à se démultiplier, puis on va bénéficier des bonnes pratiques, puis dans le fond, des expériences de chacun. Donc, en tout cas, je trouvais que c'était un créneau très intéressant, puis définitivement qui est en développement en ce moment. Puis, je suis tellement d'accord avec toi, Sophie, c'est que aujourd'hui, ce qu'on veut faire, la discussion, c'est de partager justement les expériences, mais c'est aussi d'ouvrir une nouvelle possibilité. C'est une nouvelle porte qu'il y a. Hein, on parle de recrutement local, on parle national, on parle de provincial, on recrute de plus en plus à l'international avec, par exemple, MoveJob où on va recruter des francophones partout. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pour faire face à ces situations économiques, hein, parce que des fois, on vient de signer un gros contrat, il faut se retourner rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On a une ressource qui s'en va, qu'est-ce qu'on fait le temps d'en retrouver une autre? Mais en fait, c'est de se dire, il existe plein de possibilités. Et le prêt personnel va devenir une des portes qu'on va pouvoir ouvrir pour trouver des ressources à temps partiel, à temps plein, sur une période durée ou plus longue. Je suis sûr qu'on va aller dans ce genre de... Et ce qui est important, c'est aussi que on est capable de mettre ça en application quasiment dans tous les secteurs économiques. Il n'y a pas un secteur plus qu'un autre. C'est sûr que tout à l'heure, on parlait des gens, par exemple, en RH ou en comptabilité. Bon, la plupart, souvent, c'est des gens qui vont être amenés à avoir une grosse partie de télétravail, donc ils peuvent faire ça. En fait, ils n'auront même pas à bouger de bureau. En fait, il n'y a rien qui va changer pour eux. Mais dans d'autres cas, par exemple, si c'est une entreprise qui prête des soudeurs, l'autre entreprise est à 10 km, donc il va y avoir un petit déplacement. Ça ne va pas être les mêmes collègues. Mais tout ça, c'est possible. C'est juste qu'aujourd'hui, puis l'exemple que tu as donné avec le babillard à Sherbrooke, je pense que c'est un bon exemple. C'est OK, tout le monde essaye de trouver des solutions, aussi bien de façon humaine, c'est-à-dire j'ai quelqu'un puis qui veut travailler plus et je veux l'aider à trouver, que économiquement, là, c'est pas que je voudrais couper son poste, mais j'ai pas le choix. Puis, comme l'expliquait aussi Pascal, ça prend du temps d'avoir des gens qualifiés, formés, performants. On n'a pas envie de les voir partir. C'est naturel et humain. Donc, mais je pense que tout ça va amener des nouvelles réflexions, des nouvelles pratiques pour les mois et années à venir. Puis on le voit, ça se développe dans d'autres pays. Et je pense que ça va aussi se développer au Québec et j'en suis complètement... je suis certain qu'il y a des entreprises qui vont être amenées. Un autre exemple aussi que j'avais, c'est dans le domaine des espaces verts, les paysagistes. Par exemple, on sait très bien, hein, les paysagistes, il y a une partie de l'année où c'est difficile de faire des plantations quand il y a 1 mètre de neige sur notre terrain. Et en fait, justement, ils créent des liens avec des organisations style des centres de ski ou des choses comme ça, où la personne, elle a un emploi à temps plein. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des entreprises qui font des travaux paysagistes, mais en plus du déneigement l'hiver. Mais c'est pas toutes les entreprises qui font ça. Donc, c'est de se dire, moi, j'ai besoin de mon employé d'avril jusqu'en octobre, novembre. Puis, il y a des entreprises qui ont besoin en fin d'année, c'est d'être capable de se les partager. Alors, là où des fois, c'était peut-être plus délicat, c'est que les conditions étaient différentes et autres, alors que là, il pourrait y avoir peut-être le même employeur, les mêmes avantages, pas de perte d'ancienneté ni rien, parce que souvent, ça va me dire, ouais, mais là, je recommence à zéro à chaque fois. Peut-être que ça pourrait être une possibilité aussi de fidéliser ses employés, tu vas garder ton ancienneté chez nous. Et puis, oui, pendant une période, tu n'es plus avec nous, mais tu n'es pas le seul. Il y en a plusieurs, mais tu garderas toujours tes avantages. En parlant d'avantages, Pascal, comment ça se passe le fait est que les gens, quand ils passent d'une entreprise à une autre, même si vous pouvez avoir des fois des tailles similaires, l'autre entreprise qui accueille, par exemple, donc celle qui reçoit la ressource, elle sait exactement combien elle gagne, le salaire, les avantages sociaux. Est-ce qu'il y a des discussions, admettons, parce que j'ai ma ressource qui gagne 25 $ de l'heure, puis là, je l'envoie dans une entreprise où le salaire est à 27 pour la même compétence. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Pascal? Dans notre cas, comme c'est vraiment le contrat de travail reste à la même place. Donc, si par exemple une entreprise a un employé à 25 $ de l'heure, le salaire réel, là, une fois qu'on ajoute les cotisations, les avantages sociaux et tout, qui va dans une autre entreprise, ça va être facturé à 25 $ de l'heure. Donc, si normalement c'était 27 $ de l'heure, ce serait
En général, les échelles salariales sont assez uniformes. Puis la plupart du temps, dans l'asylum, c'est les entreprises qui ont le plus d'employés qui prêtent à celles qui ont le moins d'employés. Normalement, les entreprises de 30-40 personnes, on a 2 ou 3 entreprises qui sont plus grandes. C'est elles qui ont les échelles salariales les plus élevées. Mais si ça arrivait que c'était d'un moins élevé vers plus élevé, ce serait négocié au cas par cas, mais je pense que dans notre cas, il n'y aurait pas de différence. Il n'y aurait pas de... Ok, mais en tout cas c'est bon parce que peut-être qu'il y a aussi demain des collaborateurs, des employés qui vont suivre notre live et qui vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passerait par rapport à ça? Alors moi j'avais noté puis là je vois que le temps file, hein, après on verra s'il y a des questions ou pas. Moi j'avais noté que pour les entreprises prêteuses, les avantages, c'était que ça permettait de gérer plus efficacement la fluctuation des besoins de main-d'œuvre. Sans forcément avoir recours à couper des postes, hein, tout simplement, ou encore avoir des embauches fréquentes ou à court terme. De plus, en cas de baisse d'activité, le prêt de main-d'œuvre permet de conserver aux employés qualifiés, enfin, de les conserver et de les récupérer ultérieurement sans perdre leur expertise et la connaissance de l'entreprise. Parce qu'on sait aussi que le temps que quelqu'un revienne dans une entreprise ou s'intègre, ça prend du temps, hein, de comprendre une culture d'entreprise et autres. Donc ça, c'est ce que je voyais pour les entreprises qui allaient prêter. Pour les entreprises qui allaient donc utiliser les ressources d'une autre organisation, elle se voit bénéficier de compétences spécialisées de manière flexible à coût contrôlé, hein, parce que c'est sûr que ça coûte moins cher que parce que si vous les allez recruter par une autre sphère, ça va peut-être vous coûter plus cher. La formation va aussi vous prendre du temps. Autre chose aussi que je voyais, c'est que ça permettait aux petites entreprises, donc par exemple les startups, d'accéder à des ressources humaines qualifiées, très qualifiées, qu'elles ne pourraient pas avoir autrement. Parce que c'est sûr que pour 2 jours par semaine ou une journée par semaine, quelqu'un de qualifié ne va pas quitter une entreprise avec laquelle il travaille depuis longtemps pour changer. Donc ça, c'était une des choses. Au niveau des employés, je voyais dans les avantages, c'est qu'ils puissent profiter d'une certaine opportunité de diversité dans leurs tâches et aussi de diversité dans la formation, parce que forcément, à chaque fois qu'ils vont aller dans une entreprise, ils vont apprendre. Et en écrivant ça, je me disais, mais est-ce qu'il y a des employeurs qui vont voir, par exemple, la peur de perdre de la connaissance ou que leurs compétiteurs apprennent certaines choses? Je pense que tout ça s'encadre dans un contrat. Hein. Je pense, Sophie, ça s'écrit, qu'il y a une certaine confidentialité. Puis, je prends l'exemple du soudeur. Un soudeur, s'il apprend une nouvelle façon de souder, tout le monde va être gagnant parce qu'il va peut-être amener des bonnes pratiques dans l'entreprise qu'il reçoit. Mais quand il va retourner chez son employeur, il va dire hey, j'ai vu ça, c'est des belles façons de faire aussi. Donc, je pense que tout le monde va gagner. Puis, dans le pire des cas, tu l'as dit, Micheline, c'est que si de toute façon, on n'arrive pas à le conserver à temps plein et que lui, il a besoin d'un salaire à temps plein, il va se trouver autre chose par lui-même. Et là, on n'est même pas sûr de le revoir à un moment. Donc, ça, c'était une des choses. Et en même temps, cette augmentation, cette évolution des compétences va aussi augmenter son employabilité sur le long terme, parce que plus un employé apprend, plus il devient employable et performant. Et pour eux, je voyais aussi une réduction, éviter une réduction des revenus, parce que quand on est malheureusement mis sur le chômage, forcément le salaire n'est pas le même que quand on travaille à temps plein. Donc ça, je pense que c'est aussi une très bonne chose pour les employés. Par principe, et je le répète, que les employés soient d'accord. Hein. On n'est pas là pour mettre les gens à disposition sans leur accord. Et ce que je voyais de façon plus générale, c'est l'économie du marché du travail. C'est que le prêt de main-d'œuvre peut contribuer aussi à une meilleure allocation des ressources sur un marché, réduisant le côté l'inefficacité. Parce que tout à l'heure, on prenait un exemple de gens qui arrivent de l'international, qui sont hyper spécialisés, mais qui, pour X raisons, peuvent pas, on va dire, opérer dans leur métier pour ordre professionnel ou autre. Je pense que ça peut amener une certaine mobilité sectorielle, c'est de se dire, on a des ressources au Québec et en plus, on sait qu'on en a des bonnes ressources, mais on va pas les perdre. On va pas leur permettre d'aller faire un job qu'ils aimeraient moins ou sur lequel ils seraient moins efficaces. Donc, de façon sectorielle, on va être capable de garder ces gens-là. Puis, je pense que pour l'économie, d'avoir des gens qui sont optimisés et utilisés et qui ont la chance de pouvoir travailler à temps plein, je pense que c'est une bonne chose parce que n'oublions pas que quand on paye des gens au chômage, ils ne sont pas productifs forcément pour la société et ça coûte cher aussi à une entreprise, à une société de façon générale. Donc, je pense que quand je regardais ça de façon assez générale, je pense que toutes les organisations, tous les acteurs, donc employés,
entreprise qui prête, employé qui reçoit, va avoir des avantages et la société, elle aussi. Je vois que le temps file. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On va poser la question. Je vais regarder s'il y a eu des questions. Je ne sais pas si Alicia elle est en ligne avec nous aussi, s'il y a des questions qui sont arrivées. Vous, là, si vous aviez une recommandation, c'est-à-dire que là, on a des gens qui nous écoutent. Il y en a peut-être qui ont la bouche ouverte en disant « c'est quoi cette affaire-là? Prêt personnel. » Si vous aviez une recommandation à faire, aussi bien auprès d'une entreprise qu'auprès d'un employé qui, demain, pourrait être face à cette situation-là, ça serait quoi? Pascal, première recommandation que tu fais à un chef d'entreprise qui nous écoute, qui n'a jamais entendu parler de ça, qui ne comprend pas pourquoi on parle de ça, puis à un employé. Oui, je pense que c'est très différent en fonction des secteurs. Donc, je comprends, par exemple, que dans le domaine de la restauration, dans d'autres domaines, la collaboration se fait de façon différente. Mais pour moi, ça avait été quelque chose d'assez évident là, quand j'avais réalisé que des grandes entreprises d'aérospatiale faisaient des consortiums de recherche ensemble en se disant on va investir surtout sur nos avantages compétitifs, puis tous ces trucs-là qu'on doit faire, on doit tous le faire. Ben, si on investit ensemble pour apprendre à le faire, ça va nous coûter moins cher collectivement. Donc, même des compétiteurs qui sont dans des marchés qui sont hyper compétitifs gagnent des fois à collaborer, ce que nous, on appelle dans notre industrie la coopétition. Donc, oui, on est des compétiteurs, mais souvent, il y a quand même des espaces de win-win. Donc, je pense que ce serait surtout ça le mindset, c'est de voir comment est-ce que ça peut vraiment être intéressant pour vous. Puis, comme Sophie l'a dit, de s'assurer de l'encadrer correctement. Quand on négocie avec d'autres entreprises, ben, de mettre sur table c'est quoi ses craintes. J'ai peur, par exemple, si ça ou ça arrive, ben, ça se discute puis ça s'encadre aussi. Puis en général, nous, c'est arrivé depuis là, les dernières années qu'on participe à ça, d'avoir des employés qui se disent finalement, j'aimerais mieux travailler dans telle ou telle division, dans telle nouvelle entreprise. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus. D'une certaine façon, quelqu'un qui reste dans un écosystème ou qui reste proche, ses connaissances ne sont pas perdues pour toujours. C'est parce que quelqu'un qui part dans un autre pays ou avec qui on n'aura plus de relation. Ça permet une transition beaucoup plus douce qu'un employé qui vient, qui me dit dans 2 semaines, je pars, je ne serai plus jamais là. Ben, s'il part dans une entreprise avec qui on a déjà des relations, on peut s'assurer que la transition se fasse de façon plus douce sur une plus longue période de temps. On peut amoindrir les effets négatifs. Donc, je pense que ça, c'est tous les éléments là, à discuter en amont pour s'assurer que ça se passe bien. Merci Pascal, puis tu sais, tu as tellement raison. Nous, on le voit dans d'autres dossiers où en fait, il y a des entreprises qui, par exemple, ont besoin de recruter certains profils et qu'on a du mal à trouver au Québec et qui se regroupent. Et au départ, quand on les voit, on se dit, bah là, c'est comment ils travaillent ensemble alors que c'est des compétiteurs. Mais en fait, ils se rendent compte que l'investissement qu'ils vont faire en visibilité, en communication, bah, s'ils le faisaient tout seul, ils le paieraient à plein prix, alors que s'ils le font à 5, eh ben, ils vont diviser la facture. Donc, tout le monde est gagnant. Ça leur donne une opportunité de visibilité qu'ils ne pourraient pas avoir individuellement. Donc, tu as tellement raison. Mais c'est sûr qu'il y a encore des fois des barrières de dire, voilà, je ne vais pas m'asseoir autour de la même table que mon compétiteur. Mais tu as raison, il n'y a plus de compétition, en fait. On n'est pas dans un monde comme ça, quoi. Merci, Pascal. Micheline, un conseil à donner à un chef d'entreprise et à un ou une collaboratrice? En fait, j'aurais le même conseil pour les deux. Ce serait d'amener un changement de paradigme un peu dans cette vision du travail aujourd'hui en 2024. Déjà, la COVID nous a montré qu'il y avait un moyen de faire rouler l'économie d'une manière différente. Même pour des entreprises qui étaient très carrées dans leur tradition, dans leur 9 à 5, dans « faut pas arriver en retard ». Il y a eu des gros changements qui ont été faits pendant la COVID qui ont apporté leur réflexion qui était vraiment valable. Donc, moi, c'est ce que j'aurais à dire autant aux entrepreneurs, aux entreprises qui ont des soucis comme ça, ça serait envisageable de faire un partage de main-d'œuvre. Bien, de changer leur vision un peu, puis leur façon de faire les choses, puis peut-être juste essayer, parce que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, là. T'essayes, si ça marche pas, ben ça marche pas, puis on revient à l'ancienne méthode. Donc, c'est juste de rester ouvert sur les différents types d'approches qu'on peut avoir, autant en tant qu'employé qu'en tant qu'employeur. Et tu as raison. Juste, tu as raison de revenir sur la COVID. La COVID nous a changé. En fait, des choses avant la COVID qu'on pensait jamais possible
qui se sont mis en place, qui sont aujourd'hui, qui font même quasiment partie de la culture des entreprises. Mais oui, il faut être capable de changer de paradigme et de se dire, et si on essayait, hein, juste pour voir. Ouais. Merci, Micheline. Sophie? Oui, mais peut-être un conseil pour justement quelqu'un, un chef d'entreprise, gestionnaire là, qui veut se lancer dans le prêt personnel. Par où commencer? En économie sociale, mais pas que, il y a des guides d'implantation, des guides d'information aussi qui sont assez utiles que si j'avais répertorié là, en vue de la rencontre aujourd'hui. Puis, je peux peut-être donner les références si les gens encore là veulent aller les consulter. Je les trouvais vraiment bien faits sur la checklist, quelles questions se poser, comment s'y prendre, quoi avoir en tête quand on négocie avec le partenaire. Il y avait le pôle d'économie sociale de la vallée du Saint-Laurent qui a mis en ligne, c'est un PDF, là, puis c'est très facile à chercher si on Google. Guide pratique sur la mutualisation des ressources humaines puis la mise en commun de ressources. Puis aussi dans le domaine culturel, artistique, il y a beaucoup de prêts de matériel, de studio, des fois des artistes qui sont sur une production, ensuite sur une autre. Il y a un petit guide qui s'appelle le petit guide orange du partage des ressources et de la mutualisation. Puis c'est vraiment bien fait, en fait, avec, dans le fond, les différentes étapes de réflexion, puis un petit peu les points de vigilance à avoir à chaque étape, comment mesurer le succès de la relation, etc. Donc, je recommanderais aux gens d'aller consulter ça, puis ça donne vraiment des bonnes pistes de réflexion pour se lancer concrètement. Puis, dernier point aussi, j'ai ma casquette d'avocate, évidemment, là, les contrats, c'est super important de bien encadrer la relation entre les partenaires, puis par rapport à l'employé aussi, pour qu'il sache bien c'est qui son employeur, c'est quoi son horaire, à qui il doit se rapporter, qui paye son salaire, les questions très individuelles, humaines, là, qui sont très légitimes de la part des gens. On parle pas de prêter des outils ou des biens, là, on parle d'être humain. Donc, c'est important de bien le présenter aux gens, que ça soit clair, puis que comme ça, il y a un bon niveau de mobilisation puis d'engagement là, par rapport au projet. Mais comme on l'a pu le voir, il y a vraiment des belles histoires de succès là, ici autour de la table, puis même dans d'autres exemples qui sont répertoriés. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à explorer davantage, définitivement. Merci Sophie, puis tu as raison. Je pense qu'un bon contrat, bien, puis en fait après qu'on peut se servir pour les autres prêts et autres, mais un bon contrat bien rédigé, où tout est clair pour tout le monde, où il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas. Mais je pense que ça va grandement rassurer tout le monde en fait, hein, parce que je dis que tout le monde a besoin d'être rassuré. L'employeur qui prête sa ressource, celui qui la reçoit, et puis le collaborateur qui accepte de faire partie de ce projet-là. Donc oui, je pense qu'un bon contrat peut être une bonne chose. Même chose, Sophie, Pascal, Micheline, si vous avez des liens, des choses que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les mettrai en dessous de cette vidéo-là. Hein, donc les gens vont pouvoir la voir. On mettra les différents liens. C'est sûr qu'on va se reparler très prochainement. Je sais que justement, on va parler avec des gens du développement de la région de Montréal au niveau économique, qui travaillent aussi et qui réfléchissent là-dessus. Donc, on va avoir une prochaine rencontre. Alors, peut-être pas pendant les périodes de vacances, là, parce que le juillet-août arrive et puis on va être un peu plus les uns et les autres, moins devant nos ordinateurs. Mais on va sûrement avoir une autre rencontre à la rentrée pour reparler de ça plus en détail. Et puis, on aura sûrement aussi des entreprises qui viendront. Là, je vois qu'aujourd'hui, les entreprises étaient très timides dans la pose des questions. Est-ce que c'est parce que justement, elles se disent, là, j'ai jamais entendu parler de ça et c'est trop novateur. On va laisser aussi cheminer la réflexion, mais on aura sûrement l'occasion de se reparler. Alors, en tout cas, tous les trois, je vous remercie beaucoup. Sophie, Micheline, Pascal. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. La discussion n'est pas terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va mettre des compléments d'information sur la publication avec la vidéo. Et puis, Sophie, n'hésite pas à m'envoyer les liens que tu as. Même chose pour toi, Pascal et Micheline. Et ça nous fera plaisir de joindre tout ça. De mettre aussi vos coordonnées d'entreprise. Si les gens veulent s'intéresser parce que c'est toujours inspirant, surtout une entreprise qui voit ce qu'une autre entreprise fait, c'est toujours inspirant. Donc, on essaiera d'emmener ça auprès des autres employeurs. Alors, merci à vous, merci de votre présence. Et puis, à très bientôt pour continuer la discussion parce que je suis sûr qu'on n'était qu'à une première discussion. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, bonne journée tout le monde.